Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Dans cet épisode, je me plonge avec vous dans l'univers fascinant des 4 accords Toltec. Je réfléchis sur leur pouvoir de transformation sur nos pensées, sur notre façon d'aborder notre monde intérieur et nos relations, et sur leur impact possible sur le rêve de notre vie et peut-être même celui de notre planète. Bonne écoute! J'ai longtemps hésité avant de vous parler, avant de faire un épisode complet sur les accords Toltec, parce que j'avais l'impression que tout le monde connaissait ça. Ça fait quand même un long moment que je connais ça. Puis dans le monde de la croissance personnelle, j'en entends souvent parler. Mais finalement, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, que je voulais faire un épisode là-dessus, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah non, je connais pas bien ça. J'ai jamais entendu parler de ça. » Donc, je me suis décidée à faire un épisode là-dessus. Et aussi, ce qui m'a convaincue, c'est que je cherchais un sujet pour avant les fêtes, là. On est à la fin de l'année 2024 quand j'enregistre ce podcast. Et j'avoue que cette année, j'ai été très perturbée au niveau du cœur, au niveau du cœur émotionnel, par rapport à tout ce qui arrive au niveau politique, au niveau mondial. Donc, ça m'a pris du temps avant de vous revenir. Je voulais faire un épisode qui pourrait faire une différence. Humblement, sur notre morale, sur notre façon de modifier nos relations dans un but de sortir de ces conflits intérieurs et extérieurs, mais surtout les conflits extérieurs, qui, moi, je pense, viennent de nos conflits non réglés intérieurement. Donc, sur ce, j'ai relu le premier livre des 4 accords Toltec, qui est écrit par Don Miguel Ruiz. C'est un homme qui a été élevé au Mexique, d'une mère guérisseuse et d'un grand-père chaman. Là-bas, on appelle ça une curandera, la guérisseuse, et pour le grand-père, c'est un nagual. J'espère que je le prononce comme il faut. Puis malgré qu'il venait de cette lignée-là, il a fait ses études en médecine et est devenu chirurgien. C'est un moment crucial dans sa vie où il a vécu une expérience de mort, qui est revenu aux enseignements ancestraux de sa famille. Puis maintenant, il passe son temps à enseigner la sagesse ancestrale, qui passe par l'enseignement des accords Toltec. Dans le fond, les accords, c'est comme une ligne de conduite, si on veut, qui nous promet une vie vécue de façon libre, dans l'amour et la paix. Puis, ça fait longtemps que j'essaie d'intégrer les 4 accords dans ma vie, mais ça faisait longtemps que j'avais lu le livre. Puis quand j'ai relu le livre, j'avais l'impression étrange que c'est un nouveau livre que je lisais. Je découvrais des petites pépites, puis je me rendais compte que plusieurs des enseignements qui venaient du livre, que j'ai lu ça fait longtemps, je les avais intégrés sans me rappeler ou sans avoir compris que ça venait du livre. Puis ce qui m'a touchée le plus, ça va vous donner une idée de la sagesse de l'homme qui a écrit ça, c'est que quand j'ai tourné la dernière page du livre, je suis allée regarder derrière. Puis Don Miguel avait laissé une petite note, puis c'était écrit pour tous les lecteurs, là. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous.
C'est vraiment ça que j'avais l'impression d'être en train de vivre. Je me disais: «Mon Dieu, je lis un autre livre». Mais finalement, il a raison, c'est qu'on fait du cheminement dans notre vie. Ça vous est sûrement déjà arrivé de relire un livre que vous aviez lu il y a longtemps, puis pas voir les mêmes choses tout à fait, découvrir des nouvelles pépites, des nouveaux aspects, des nouvelles compréhensions que vous vous souveniez pas d'avoir lues auparavant. Là, j'espère que ça vous dérangera pas trop, hem, les pages qui se tournent parce que j'ai tellement surligné de trucs dans le livre, puis il y en a que je voudrais vous partager, fait que je vais peut-être faire du bruit avec mes pages. D'abord pour comprendre les 4 accords, il faut comprendre la vision des Toltecs au départ, leur vision de la vie. Donc ce qui nous explique au départ pour nous faire comprendre les accords qui vont nous permettre de mieux vivre, c'est, que la vie qu'on connaît, la vie sur la planète, ce serait une vie qui aurait été c'est un rêve, une vie qui aurait été créée par les rêves de chacun. Puis donc, on vit dans le rêve de notre société, heu, qui a ses croyances, ses lois, ses religions, différentes cultures, des modes de vie, des gouvernements, des écoles, des événements sociaux, des jours fériés. Tout ça a été rêvé. Puis quand on arrive, sur Terre, quand on est, on aurait la capacité à apprendre comment rêver notre vie. Sauf que pendant qu'on est petit, les adultes autour de nous nous enseignent de quelle façon on doit rêver. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Quelles sont les croyances auxquelles on doit croire? Quelles sont les croyances auxquelles on doit adhérer, en fait? Euh, fait que c'est notre attention, selon lui, qui fait que on va intégrer des accords, sans même s'en rendre compte. OK? Les accords, ce serait, euh, par exemple, si ma mère m'a dit quelque chose de très positif, par exemple. Ma mère m'a dit: «Ah, t'es un enfant exceptionnel». Ben, je donne mon accord à ça quand je suis petite parce que je me le fais dire plusieurs fois, donc je pense que je suis un enfant exceptionnel, OK? Si ma mère me dit: Tu es bonne à rien», ben, si je me le fais dire souvent, je vais penser que, je suis bonne à rien, puis je vais agir en conséquence parce que j'ai donné mon accord inconsciemment. Parce que je suis petite, puis quand on est petit, on est très, très, hem, influençable, puis notre attention est captée par les autres autour de nous. Donc, l'idée, c'est qu'en captant l'attention des enfants, des gens, on leur inculque des croyances. On leur dit que certaines choses sont faisables ou d'autres choses inadéquates, comme mettons, quelqu'un qui arrête pas de chanter, puis dans une culture, c'est comme mal vu de chanter. Donc ça, c'est t'as pas le droit de faire ça, ça appartient au monde du diable. Donc, si je suis un enfant dans cette culture, je me dis: «Je ne veux pas, agir selon le diable, donc je me force à ne pas chanter». Comprenez-vous un peu où on s'en va? Donc ça peut être positif ou négatif les accords qu'on va prendre, mais ça part du principe que chacun d'entre nous avons fait des accords inconsciemment parce qu'on ne le sait pas que ce sont des accords qu'on a faits. Puis c'est ce qui va diriger notre vie tout au long de notre vie. Puis à un moment donné, on a tellement fait des bons accords, tellement d'accords par rapport à ce que les autres nous disaient qu'ils attendaient de nous, qu'on n'a même plus besoin que quelqu'un nous dise, on a intégré ces accords-là. Et c'est ce qui définirait le rêve de notre vie. Comment notre vie se transforme, comment notre vie se façonne. Ça partirait vraiment des accords qu'on a faits avec les personnes depuis qu'on est né, puis les valeurs qu'on nous a inculquées. Et met l'emphase aussi sur le fait que comme on n'a pas eu à choisir nos valeurs quand on était petit, on a accepté d'emblée que les valeurs qu'on nous proposait, c'était celles-là avec lesquelles il fallait être en accord. Donc, on a donné notre accord
sans s'en apercevoir. Là, je répète un peu, là, c'est pas si facile à comprendre. Ce que ça fait, c'est lui, il appelle ça le processus de domestication des humains. C'est pas peu, là. Moi, je me souviens quand j'avais lu ça, j'étais là: «Hi!» Donc, le processus de domestication des humains. Donc, ce serait, grâce à cette domestication-là, on apprend comment vivre et comment rêver. Puis l'information du rêve de la planète nous est transmise intérieurement. On nous apprend, tu sais, même dans le langage, le nom des choses. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça, tu peux le voir, tu peux le percevoir. Ça, tu ne peux pas le voir ni le percevoir. Tu as tel type de pensée, c'est pas acceptable. Tu as ce type de pensée-là, c'est acceptable. Me suivez-vous? Ce qui est dit aussi, c'est que à un moment donné, la domestication est tellement forte qu'à arriver à un certain point dans notre vie, on n'a même plus besoin que papa, maman nous disent, hem, ou l'école ou les professeurs nous disent comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit penser de nous, qu'est-ce qu'on doit penser de la société. Hem, Nous-mêmes, on continue à se domestiquer parce qu'on réfléchit pas au fait que ce sont des accords qu'on a donnés sans notre conscience. Donc, sans conscience, sans le savoir. Donc, si on part de ce principe-là, si on commence à réaliser le fait que, oh, ouais, peut-être que j'ai donné mon accord à certaines croyances, puis que si je réfléchis comme il faut, c'est peut-être pas ma croyance profonde, je pourrais la modifier. Je trouve pas qu'elle a d'allure, cette croyance-là. Je trouve pas que cet agissement-là a de l'allure. Si je me suis fait dire que j'étais bonne à rien, peut-être que c'est pas vrai que je suis bonne à rien. Peut-être que je peux modifier ça. Donc, ça touche beaucoup aussi à ma vision, moi, de la méditation. J'ai enseigné dernièrement un cours en ligne, quelques cours en ligne, puis je me rends compte que ma vision de la méditation, c'est vraiment un outil pour transformer notre façon de nous voir et de voir le monde. Donc, je trouve que les accords, le livre des accords Toltec me ramène à ça, puis me conforte dans l'idée qu'on peut modifier nos comportements en modifiant nos pensées. Puis pour arriver à cette conclusion-là, il faut comprendre un autre aspect qu'explique Don Miguel, c'est qu'il y a deux parties en nous. Ce serait comme si toutes les règles incluses dans la domestication des humains, ce serait comme un livre de la loi qui n'existe pas, là, mais juste psychique. Puis, il y aurait une part de notre esprit qui serait comme un juge. Tu sais, pensez à comment quand vous observez quelque chose, quelqu'un, un animal, un objet, on est souvent dans le mode jugement. Je vais juger la couleur de la chose. Est-ce que je le trouve beau, le chien? Est-ce que je le trouve pas beau? Est-ce que cette chose-là, ce film-là, je l'aime pas. La chanson, je l'aime pas. Comment je la trouve? Comment je trouve quelqu'un qui agit pas du tout selon mes valeurs? Donc, puis le juge intérieur fonctionnerait comme si on pensait que tout le monde pense comme nous. Donc, ça n'a pas d'allure que cette personne-là fasse ça parce que moi, j'aurais pas fait ça. Me suivez-vous? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. L'aspect juge, se rendre compte qu'on a toujours un aspect juge intérieur. Juste en prendre conscience, déjà, on est bien parti. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'aspect victime. L'aspect victime en nous, c'est la partie qui pense que tout ce qui nous arrive en ce moment, ça doit être la faute des autres. Donc, c'est vraiment, il m'arrive telle chose là, ou ma faute à moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir telle maladie? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive une catastrophe? Comment ça se fait que ça m'arrive encore? J'ai un dégât d'eau chez moi. Cet aspect-là qui pense que tout a une raison, que c'est sûrement notre faute ou la faute de quelqu'un d'autre. Ça, ce serait aussi une façon de travailler intérieurement inadéquate pour avoir une vie heureuse, selon les Toltecs, la sagesse des Toltecs. Je veux vous lire deux petits passages qui résument le juge intérieur puis la victime.
1 pour le juge, une part de notre esprit juge toute chose et chacun, y compris le temps, le chien, le chat, tout. Ce juge intérieur utilise ce qu'il y a dans le livre de la loi pour juger tout ce que nous faisons et ne faisons pas, tout ce que nous pensons et ne pensons pas, tout ce que nous ressentons et ne ressentons pas. Tout est soumis à la tyrannie de ce juge. Chaque fois que nous faisons quelque chose de contraire au livre de la loi, il parle du livre, comme je vous ai dit, qui est psychique, là, c'est pas un vrai livre, le juge nous déclare coupables, devons être punis et avoir honte. Cela se produit plusieurs fois par jour, jour après jour, durant toutes les années de notre vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Puis l'autre passage que je voulais vous lire, c'est par rapport à la victime. Ça va comme suit. C'est à la page 30 de son livre. Puis cherchez pas, là, je vais vous mettre tout dans les notes de podcast, les informations. Donc, ça va comme suit. Une autre part de nous-mêmes reçoit ces jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit « Pauvre de moi, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez beau. Je ne mérite pas d'amour. Pauvre de moi. » Le juge est d'accord et dit « Oui, tu n'es pas assez bon. » Et tout cela découle d'un système de croyances auquel nous n'avons jamais choisi de croire. Je ferme la parenthèse, là, c'est ça que j'essaie de vous dire, là, c'est que la plupart d'entre nous ne sommes pas conscients qu'on a donné notre accord à des choses qu'on nous a dit, mais sans qu'on ait la conscience et la force de dire oui, je veux ça ou non, je veux pas. Et si on se rend compte qu'on a donné notre accord à plein de choses sans y avoir pensé, sans en être conscient, il y a possibilité aussi qu'on arrête de donner ces accords-là. Suivez-vous? J'ouvre la parenthèse. Ces croyances sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaie de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie. C'est-à-dire que même si on s'en rend compte, pourquoi j'ai pris ça comme décision? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que j'ai vu mon père réagir comme ça, j'ai vu mon grand-père réagir comme ça, donc je pense que c'est la bonne chose. C'est difficile, même quand on s'en rend compte des accords qu'on a donnés, de changer notre façon de travailler avec ça, de se libérer, en fait, de ces accords-là. Puis là, j'ai l'impression d'entendre certains d'entre vous se dire ben là, si je me rends compte que j'étais pas consentante là, de donner ces accords-là, j'ai juste à dire ben là, je les donne plus. C'est là que Don Miguel nous rappelle qu'il nous faut du courage. Je vous donne encore je vous lis un passage. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances, car même si on ne les a pas choisies, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Celui-ci est si fort que même en comprenant, dans le principe, que ces croyances ne sont pas vraies, à chaque enfreinte aux règles, on subit quand même la critique, la culpabilité et la honte. Et là, il se réfère à notre honte intérieure, à notre juge intérieur qui nous juge, puis qui nous fait nous sentir mal quand on n'agit pas comme on a appris d'agir. Même si on peut consciemment dire, ben ça, c'est pas une bonne façon d'agir, on se sent quand même mal. C'est spécial. Il nous explique aussi que comme si on peut comme si on voulait se comparer au gouvernement. Là, le gouvernement, il y a comme ses livres de loi pour contrôler le rêve de la société. Ben nous, on a notre système de croyances qui est notre livre de loi, qui dirige notre rêve personnel. Puis là, il embarque dans le concept du rêve personnel. C'est l'idée que si on change, on décide maintenant de se libérer de certains accords, puis d'en choisir d'autres, on aurait la capacité de modifier notre rêve personnel, donc notre vie. Ce concept-là m'émeut tellement parce que je trouve que c'est une vision tellement
rassurante, responsabilisante aussi, puis remplie d'espoir. Et je suis très contente de reprendre juste après ce mot espoir. Depuis le début de l'enregistrement de cet épisode, ben, vous avez entendu que j'étais en train de l'enregistrer un peu avant les fêtes fin 2024. Puis là, je reprends l'enregistrement plusieurs mois plus tard, parce que je veux être par souci d'authenticité, là, je veux vous dire, il y a peut-être une différence dans ma voix aussi. On est rendu début avril 2025. Quand je disais que j'ai été touchée droit au cœur par tous les changements politiques, énergétiques, les guerres dans le monde, puis plein de situations qui me touchaient grandement, ça me fait changer plein de choses dans ma vie pour avoir justement plus de temps pour vous enregistrer des épisodes. Donc, c'est ça que j'espère faire là, dans les semaines qui suivent. Donc, je continue l'épisode. J'étais rendue à l'espoir. En fait, l'idée, c'est que comme Don Miguel part du principe que on a conclu des milliers d'accords avec nous-mêmes, avec les autres, avec le rêve de notre vie, avec Dieu si on croit en Dieu, avec la société, avec nos parents, avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos neveux, peu importe. Mais les plus importants, ceux qui nous affectent le plus, c'est les accords qu'on a passés avec nous-mêmes, qui nous empêchent de faire certaines choses qui seraient bonnes pour nous, parce qu'on est convaincu qu'on peut pas. Donc, ben, pourquoi je disais qu'il y avait de l'espoir là-dedans, c'est que le livre des 4 accords Toltec nous apporte une façon de modifier nos accords. Il part du principe qu'il y a 4 accords de base que si on décide de les adopter, ça va nous aider à revendiquer notre pouvoir personnel, parce que la plupart des autres accords sont basés sur des dérivés de la peur, qui nous font dépenser plein d'énergie, qui nous font nous rendre fatigués. Alors que si on choisit des nouveaux accords qui nous amènent vers l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, vers l'amour et la paix dans les relations, on va pouvoir rompre avec les accords qui nous étaient néfastes. Donc, c'est en s'accordant la possibilité de faire de nouveaux accords avec nous-mêmes et avec les gens qui nous entourent. Voici ce que Don Miguel dit. Il vous faut une volonté très forte pour adopter ces 4 accords Toltec. Mais si vous parvenez à commencer à vivre avec eux, les transformations qui s'opéreront dans votre vie seront étonnantes. Vous verrez le drame de l'enfer disparaître sous vos yeux. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l'enfer, vous créerez un nouveau rêve, votre rêve de paradis personnel. C'est fort, là. Il va loin là, dans son affirmation. C'est pour ça que je voulais vous lire ce qu'il en disait. Donc, je commence enfin à vous parler des 4 accords eux-mêmes, mais vous comprenez que c'est important que je vous explique d'où ça vient d'abord. Donc, le premier accord Toltec serait le plus important et le plus difficile à honorer. Puis si vous voulez avoir de plus amples informations là-dessus, vous pourriez aller réécouter l'épisode numéro 2 de La Noble Parole, parce que ça se rapporte beaucoup à cet accord-là. Ça, c'est la vision plus bouddhiste de la chose. Mais donc, le premier accord, selon les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que votre parole soit impeccable. Ça a l'air super simple comme ça. C'est selon la vision que notre parole est créatrice, a une importance capitale dans la création de notre rêve, donc de notre vie personnelle. Pour que la parole soit impeccable, en fait, il faut s'assurer que chaque parole qu'on utilise est utilisée à bon escient. Parce qu'on peut penser que chaque parole est comme un sort qu'on jette à nous-mêmes et à notre entourage.
Donc, qu'est-ce que je vais décider de nommer? Qu'est-ce que je vais décider de dire? Est-ce que ça va être bienveillant? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va être, positif et véridique, surtout? Donc quelqu'un qui se met à, dire quelque chose, qui a entendu de quelqu'un qui lui a dit que telle personne a fait telle chose, puis qui le répète à quelqu'un d'autre, on n'est pas certain que c'est la vérité. Si, je suis sous le coup d'une émotion et je dis quelque chose qu'après je vais regretter, ça, c'est pas une parole impeccable non plus. Puis, est-ce que ce que je dis va servir à quelque chose de bon? Va servir à faire avancer, hem, les bonnes causes? Va servir à aider les gens à s'éveiller, les gens à avoir plus de conscience, d'eux-mêmes, puis de leurs, actions, de leurs paroles. Donc, pas si facile que ça. Imaginez là à quel point, qu'est-ce qu'il faut que vous changiez pour avoir, pour donner pour avoir cet accord-là dans votre vie, pour honorer, c'est ce que je cherchais comme mot, pour honorer cet accord-là dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez changer? Bien, il faut se mettre à méditer sur nos paroles. Puis je vous le dis, moi, ça fait des années, je me souviens plus, ça fait combien de temps que j'utilise, que je réfléchis à ces accords-là, puis j'essaie d'honorer les 4 accords Toltec. Puis cet accord-là, parfois encore, je passe à côté parce que c'est pas évident de toujours veiller sur nos paroles. Donc, moi, je vais plus loin là-dedans aussi. Moi, je dirais même, est-ce que mes pensées sont impeccables? Ça part de mes pensées, mes paroles. Donc, pensez à ça, essayez d'intégrer dans votre vie que ma parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable, que nos paroles soient impeccables. Ça serait tellement un monde génial si tout le monde faisait attention à ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Une autre façon que j'ai, moi, d'expliquer aussi, l'importance de la parole impeccable ou la noble parole, c'est le même concept, hem, c'est de penser que notre esprit est comme un jardin fertile, puis est encore plus fertile quand on est jeune. De là l'importance des mots qu'on va utiliser avec les enfants. Heu Avec soi-même, c'est sûr que notre jardin est fertile aussi, mais un jardin qui a jamais été cultivé, c'est tellement fertile, incroyablement fertile. Donc, qu'est-ce qu'on va semer dans ce jardin-là? Quelles opinions, quelles idées on va semer dans les jardins des autres? Puis, quelles idées on va semer, quelles opinions, quelles valeurs on va semer dans notre propre jardin en prononçant certains mots. Pensez à toutes les fois où on vous a dit quelque chose qui vous a blessé. Pensez à toutes les fois où vous avez cru ce que quelqu'un vous a dit, puis finalement, c'était pas la vérité ou c'était pas la réalité, selon votre vécu. Hem, Puis combien de fois, peut-être sans y penser, à prime abord, vous avez dit à quelqu'un, «Tu vas voir quand tu vas avoir tel âge, ça va être comme ci, ça va être comme ça». C'est comme si vous enleviez l'espoir, dans la vision, dans la vie de quelqu'un. Quand on dit: «Tu rien compris» ou quand on utilise des mots qui peuvent blesser ou rabaisser, on n'est pas dans, hem, la parole, noble, la parole impeccable. J'arrive au deuxième accord Toltec qui découle du premier. D'ailleurs, les 3 autres découlent du premier. Le voici: «Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle». Êtes-vous capable de, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle? Moi, je pense que c'est l'accord que j'ai le plus de difficultés à suivre, à honorer. Il me donne du fil à retordre, disons.
Donc l'idée, c'est si quelqu'un vous dit: «Tu manques donc ben de sagesse» ou «Tu es donc ben énervé». Ben, la plupart du temps, c'est parce que c'est par rapport à ce que la personne a vécu qu'elle analyse votre comportement. Donc si elle le prend personnel, votre agissement, elle va refléter en vous disant son opinion de vous-même par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie. Si on lui a toujours dit, par exemple: «Parle moins fort, parle moins fort, parle moins fort, tu parles donc bien fort, baisse le ton». Si vous vous mettez à parler fort puis personne vous dit de vous taire ou de baisser le ton, ça risque probablement de l'affecter, cette personne, parce qu'elle s'est toujours fait dire qu'il fallait pas qu'elle parle fort. Donc elle va vous dire: «Tu parles trop fort, arrête de parler fort». C'est juste un exemple comme ça. Heu, Miguel donnait comme exemple, je si quelqu'un me dit: «Tu es merveilleux, Miguel», c'est parce que la personne est heureuse de ce qu'il lui a dit. S'il dit: «Ah, tu donc ben pas fin, t'es méchant, tu pas d'allure de me dire ça», c'est parce que la personne n'est pas contente de ce qu'il vient de lui dire. Mais même si c'est la vérité, même si c'était la bonne chose à lui dire, si la personne en fait son affaire personnelle, elle va pas être contente avec la situation. En fait, cet accord-là nous permet de mieux vivre avec les paroles non impeccables des autres. Comment on peut faire pour laisser aller les commentaires des autres qui ne nous conviennent pas puis qui ne résonnent pas avec notre véritable nature? Ben, c'est en se disant: «Je le prends pas personnel. Ce n'est pas contre moi que la personne en a. En fait, c'est peut-être contre ce que je représente que la personne a brimé dans sa vie depuis, si longtemps parce qu'elle avait donné son accord sans s'en rendre compte à des choses qu'on lui a dit. Je vais donner un exemple plus concret là, quelqu'un qui, une enfant qui est super enjouée, qui se met à danser, chanter, naturellement, puis une mère qui, sans s'en rendre compte, a été brimée toute sa vie, s'est fait dire de ne pas chanter, de ne pas danser, qu'elle était épouvantable, que ce n'était pas convenable comment elle bougeait, qu'il fallait qu'elle se tienne bien. Mais prenons quelqu'un comme ça qui s'est brimé toute sa vie après pour essayer de honorer cet accord-là, l'accord que pour être convenable, je dois être à mon affaire, rigide, brimée dans mes mouvements. Donc devant un enfant qui spontanément, heu, vit dans son corps, est fluide, chante, danse, peut-être que cet adulte-là va avoir une réaction de dégoût envers cet enfant-là, puis il va lui dire que c'est pas correct, qu'elle est trop bruyante, qu'elle est trop, qu'elle se laisse trop aller. Mais dans le fond, peut-être que la personne va même pas se rendre compte qu'elle est en train de brimer à nouveau son enfant, basé sur un accord qu'elle a pris sans même en être consciente ni consentante. Me suivez-vous? Donc, en partant de ça, ne pas prendre les choses personnelles, on peut défaire ces choses-là. On peut arrêter de croire ce que les autres nous disent si ça ne correspond pas à notre, véritable nature. Puis on peut aussi s'observer et essayer de ne pas rentrer dans ce jeu-là des anciens accords qu'on a pris vis-à-vis d'autres personnes qui sont plus libres et qui n'ont pas encore pris ce type d'accord-là. En disant ça, je pense spontanément, surtout aux enfants, aux gens qui ont encore leur naïveté puis qui commencent à peine à vivre le rêve de leur vie. Donc, je répète, c'est quoi le deuxième accord pour qu'on s'en imprègne? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui nous amène au troisième accord toltèque, qui va comme suit. Ne faites pas de suppositions. Puis là, je vous entends me dire, ben pourquoi ça nous poserait un problème ou des difficultés?
de se faire des suppositions sur les, raisons d'agir d'autrui, ben, c'est que si on passe notre temps à se questionner sur à se faire des suppositions. Pourquoi un tel agit comme ça? Hem, ben, on est en train d'interpréter de travers la situation. On n'est pas dans la réalité, on est dans l'illusion de l'affaire. Puis si on passe notre temps à interpréter, à réfléchir: «Ah mon Dieu, ça doit être parce qu'il m'aime pas qu'il a fait telle affaire. Ça doit être, il a fait telle chose parce que cette personne n'aime pas le voisin». Je suis sûre que c'est ça, mais pendant qu'on est en train de faire ça, on est en train d'en faire une affaire personnelle. Fait qu'on est aussi en train de ne pas honorer le deuxième accord qui est: «N'en faites pas une affaire personnelle». Puis ce que dit, Don Miguel sur, ce troisième accord-là, c'est qu'il croit que toute la tristesse puis les drames auxquels on est confronté dans notre vie proviennent de l'habitude de faire des suppositions. Tu sais, là, j'ai parlé des suppositions envers les autres, mais il y a aussi des suppositions qui vont nous affecter vraiment dans notre vie personnelle. Je vous en donne une bonne là, que moi, j'ai souvent fait. Je pense pas que je suis la seule en plus. J'ai souvent présumé que mon mari comprenait ce que je ressentais, saurait juste en me regardant, en étant à mes côtés, hem, que je suis triste, que je suis pas bien dans une situation ou que j'aimerais ça qu'il m'apporte un café ou, ce genre de choses-là. Mais c'est une supposition. Je peux pas supposer que mon mari va comprendre instinctivement ce dont j'ai besoin. Notre responsabilité, tu sais, je disais que je trouvais que les accords au début sont, responsabilisants, mais c'est-à-dire, je peux pas présumer que l'autre va comprendre ce que je voudrais, ce dont j'ai besoin. Donc, c'est ma responsabilité de dire à l'autre: «Moi, j'ai besoin de telle chose. Moi, quand je file pas, j'ai besoin que tu me fasses un câlin». Ça se peut que lui, dans sa culture, dans son éducation, ait pas reçu cette information-là, puis que c'était pas comme ça qu'il réglait, qu'il donnait du réconfort dans sa famille. Me suivez-vous? C'est vraiment, très responsabilisant, le fait de se dire: «Ben, je dois pas présumer que l'autre a compris, que l'autre va comprendre, que l'autre est capable de ressentir les mêmes choses que moi, que l'autre va penser de la même façon que moi». Puis, juste avec cet exemple-là, là, je vois tellement de problèmes qui pourraient être réglés juste en arrêtant de faire des suppositions. Je pense à un autre exemple, nous, quand on est déménagé en campagne, on était dans une nouvelle région. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ici les choses se passent d'une certaine façon depuis tellement longtemps que la plupart des gens présument que, ben, genre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui présumaient que, ben, on devrait le savoir que c'est comme ça. Fait que je vous donne un exemple là, Heu, admettons qu'il y a des activités sportives à l'école, puis ils vont être affichés à tel endroit. Ben personne le dit à la rentrée scolaire aux élèves. Quand les, cours parascolaires vont être décidés, ils vont apparaître sur tel mur à telle place, puis vous devez aller voir par vous-même, heu et pour vous inscrire, ça se passe de telle façon. Ben, je me souviens que, hem, mes jeunes à moi, ils savaient pas. Puis personne leur a dit parce que, ben, tout le monde est supposé de le savoir. Donc c'est une autre forme de supposition. C'est même chose. Je suppose que tout le monde va savoir que c'est par ici qu'il faut rentrer. Je suppose que tout le monde sait qu'il faut enlever ses souliers avant de rentrer, par exemple. Ben non, il y a des cultures où il faut garder nos souliers, il y a des cultures où c'est pas bienvenu de garder ses souliers. Je suppose qu'il faut que je mange avec une fourchette tel aliment. Dans certains endroits, c'est mal vu de manger avec ses doigts. Dans certains endroits, c'est bien vu de manger avec ses doigts. C'est juste, quelques exemples que je vous donne qui fait que, par exemple, si dans une culture, c'est mal vu de pas enlever ses souliers, puis, un États-Unis va là et enlève pas ses souliers parce que chez eux, c'est pas comme ça que ça se passe, ben, les gens vont présumer qu'il a des mauvaises intentions, qu'il n'est pas une bonne personne et cetera. Ça peut aller loin
juste parce qu'on a présumé que l'autre connaissait nos règles, connaissait nos façons de faire, connaissait notre culture, connaissait les règles établies, préétablies ici, dans telle région depuis tant d'années. Donc, je l'aime beaucoup celui-là. Ne faites pas de suppositions. Essayez pour voir. Donc, je vous le répète, le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ce qui nous amène au quatrième accord Toltec. Ce dernier accord est celui qui transformerait, toujours selon Don Miguel, euh, les autres accords, les trois autres accords, en habitudes solidement ancrées. Dans le fond, ça correspond à l'application des trois premiers. Donc, il va comme suit, le quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. D'ailleurs, il y a sûrement un de mes clients qui va se reconnaître parce que à un moment dans ma vie, j'étais un petit peu perdue. Il y a des choses que je voulais faire, puis je sentais que j'avais pas l'appui ou pas les ressources pour le faire. Entre autres, je voulais créer ce podcast-là, mais bon, j'avais pas d'équipe. J'ai toujours pas d'équipe. Je le fais toute seule. Mais bon, c'est comme si j'attendais que toutes les circonstances soient parfaites pour m'y mettre. Puis c'est un client très sage qui m'a rappelé cet accord-là, qui m'a dit: «Tu sais, Mélanie, je tiens juste à te dire quelque chose, là. Tu sais, ce qui est important, c'est juste que tu fasses de ton mieux. C'est pas que ce soit parfait». Puis, ben, cet accord-là, c'est celui qui m'aide le plus à guérir, du perfectionnisme. C'est celui-là qui m'aide, moi, personnellement, à me dire toujours: «La seule chose que j'ai à faire, c'est faire de mon mieux, ni plus ni moins». C'est ça qu'il dit, il rajoute ça. Don Miguel, il dit: «Faites de votre mieux, ni plus ni moins». Ça aide beaucoup à avoir de la compassion envers soi-même, puis à plus s'aimer. Parce que je vous donne un exemple. On se lève le matin, un matin qu'on a très bien dormi, hem, puis on a une grosse journée qui arrive, on a à prendre plein de décisions. Ça va super bien parce que notre mieux, il est vraiment bon. Ce mieux-là, il est vraiment hot cette journée-là. Mais si le soir, on arrive vraiment crevé, ben, même si on fait de notre mieux va être un peu moins que notre mieux de ce matin. Demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un an, je vais avoir, je l'espère, plus de sagesse, plus de connaissances sur moi-même et sur les autres. Plus je vieillis, je trouve que j'acquiers quand même des compétences, différentes, puis je réagis différemment aussi aux événements. Donc c'est fort probablement que faire de mon mieux dans un an va être un mieux différent qu'aujourd'hui. Probablement que mon 45e, épisode de podcast va être plus, je vais me sentir plus en confiance peut-être. Mais aujourd'hui, je fais de mon mieux en faisant cet épisode, en vous livrant cette information-là de mon mieux, ni plus ni moins. Parce que si j'essaie de faire plus que mon mieux, je vais me pousser au-delà de mes capacités. Puis si je fais moins que mon mieux, je suis pas en train d'honorer ma vie, d'honorer qui je suis, d'honorer, ce que je peux donner aux autres, ce que je peux me donner à moi-même, ce que je peux expérimenter dans la vie. La vie est tellement précieuse. Donc cet accord-là, je trouve qu'il nous résume vraiment comment appréhender, pas le mot appréhender, ce serait pas le bon mot. Comment avancer dans notre vie, tout simplement. Comment aborder des nouveaux projets? Comment aborder chaque journée? Il y a des périodes dans la vie qui sont plus difficiles. Il y a des périodes qui sont troubles. Il y a des périodes qui sont, avec beaucoup de brume.
C'est ça que je sens en ce moment au niveau, planétaire, géopolitique, économique. Il y a beaucoup de brume. Qu'est-ce que je peux faire malgré la brume? Ben, je peux faire de mon mieux. Puis mon mieux, il est sûrement différent que s'il y avait moins de brume, mais c'est sûr que c'est la meilleure façon d'aborder ma vie pour que j'en ressorte, heu, avec des nouvelles compétences, avec des nouvelles connaissances, avec, des relations qui sont de mieux en mieux. Je vais vous lire un petit bout, de son livre à Don Miguel parce que, justement, en parlant de faire de son mieux, il parle de l'importance d'être dans l'action. Il dit: «Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. L'inaction, c'est rester assis devant la télévision chaque jour pendant des années parce que vous avez peur d'être vivant et de prendre le risque d'exprimer qui vous êtes. C'est passer à l'action que d'exprimer qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Si vous ne passez pas à l'action pour concrétiser vos idées, il n'y aura aucune manifestation, aucun résultat et aucune récompense.» Ouais, il nous bardasse un peu, hein. Donc, hem, toujours faire de son mieux, ben, ça veut dire continuer à avancer. Peu importe c'est quoi notre mieux aujourd'hui, faire de notre mieux au lieu d'attendre que ce soit le moment parfait, au lieu d'attendre la meilleure fenêtre d'opportunité pour plonger dans quelque chose qu'on sent qu'on doit accomplir, c'est comme perdre notre étincelle de vie, perdre notre énergie dans des activités qui ont moins d'impact sur nous, sur notre bien-être, puis sur le bien-être des autres autour de nous. Un autre aspect que Don Miguel Ruiz nous rappelle dans son livre en parlant du quatrième accord toltèque, c'est qu'on a le pouvoir de changer chaque petite chose en rituel. Moi, ça me touche beaucoup parce que je crois aussi, je partage son avis là-dessus. Lui, il dit que il peut faire de chaque moment de la journée un rituel, comme prendre sa douche. Tu peux prendre ta douche parce qu'il faut que tu prennes ta douche, ou bien, ben, tu peux en faire un rituel. Euh, Faire de ton mieux pendant que tu prends ta douche, bien te laver, sentir l'eau qui coule, ça revient à la pleine conscience aussi. Profite de dire à ton corps, combien, tu es en gratitude de pouvoir vivre toutes ces expériences grâce à ce corps-là. Gratitude, à l'eau, moi je fais souvent ça quand je prends une douche ou un bain, juste me rappeler que je suis tellement remplie de gratitude d'avoir accès à de l'eau, puis de l'eau chaude aussi, parce que je sais que plein de monde, ils ont même pas accès maintenant. Puis je me rappelle de mes ancêtres qui devaient bouillir l'eau pour pouvoir se faire un bain. Puis je me dis: «Waouh, je suis vraiment chanceuse d'avoir accès à ça aujourd'hui.» Ben, ça fait que ma douche ou mon bain, a plus d'importance, puis, me sert plus, me rend de la joie. Lui dit: «Je sens l'eau sur mon corps et je l'apprécie. Je fais de mon mieux pour satisfaire les besoins de mon corps et pour recevoir ce qu'il a à me donner.» Je trouve que c'est vraiment une belle façon, d'aborder chaque moment de la vie de cette façon-là. Une autre chose qu'il aborde, toujours en parlant du quatrième accord toltèque, c'est l'importance, pour faire de son mieux, l'importance de dire non quand on veut vraiment dire non, puis de dire oui quand on veut vraiment dire oui. Ça rend les choses fluides, ça nous empêche de nous empêtrer dans des situations qui nous conviennent pas, puis ça rend les choses claires pour notre entourage, dans nos relations, puis dans notre relation avec nous-mêmes. Puis le fait de dire oui quand on veut vraiment dire oui, non quand on veut vraiment dire non, ça nous amène vraiment à faire de notre mieux. Puis moi, je vous amènerais aussi l'aspect de la liberté, Don Miguel en parle aussi. C'est que dès lors qu'on commence à vraiment consciemment faire de notre mieux,
on commence à vraiment transformer notre vie, à se dégager, se défaire des anciens accords qu'on n'avait pas encore, dont on n'avait pas encore pris conscience qu'on avait pour ces accords-là. Puis, ça nous permet de reprendre notre liberté, de faire les choses de notre mieux. Ça nous permet d'arrêter de courir après une perfection impossible ou d'essayer de satisfaire les autres par rapport à leurs accords à eux, au lieu de partir de nos capacités à nous. Donc, je répète le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui sur les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz. Je vous mettrai là, les informations sur le livre duquel je suis partie pour vous parler de ça. Puis, sachez qu'il existe un 5e accord Toltec dont je pourrais vous parler dans un autre épisode. Laissez-moi des commentaires là, pour savoir est-ce que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez trouvé ça un peu trop long? Parce que là, je me suis vraiment portée. C'est vraiment un épisode plus long que les autres. Puis, comme je vous ai nommé durant cet épisode, je crée cet épisode toute seule, je le mets en ligne, je le coupe, je fais la musique aussi. Donc, si vous voulez supporter le podcast du Divan Mauve, je vous invite vraiment à partager l'épisode qui vous a plu ou tous les épisodes, si vous voulez, sur vos réseaux sociaux, puis mettre un commentaire, un 5 étoiles sur la plateforme. Ça peut vraiment beaucoup m'aider. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai créé de l'espace-temps pour pouvoir vous enregistrer de futurs épisodes plus rapidement qu'à mon habitude. À bientôt, portez-vous bien. Ah.